Le jour se levait à peine sur Paris. Dans les rues encore désertes du 11e arrondissement, seuls quelques pigeons picorellent les miettes de la veille devant les boulangeries fermées. L'air sentait la pluie froide de novembre, cette humidité qui s'accrochait aux os et ne lâchait plus jusqu'au printemps. Les réverbères s'éteignaient, un à un, comme des bougies soufflées par une main invisible. Léa Fontaine traversait la place de la République à pas pressés, son cabas usé serré contre elle. Elle portait toujours le même manteau gris, celui qu'elle avait acheté il y a 7 ans dans une friperie de Belleville. Les coutures commençaient à céder sous les bras, mais elle n'en avait cure. 42 ans, des cheveux châtains tirés en chignon strict, des traits fins mais fatigués, des yeux noisettes qui évitèrent les regards. Elle ressemblait à ces femmes qu'on croise dans le métro sans jamais les voir vraiment. Transparente, effacée. Elle poussa la porte de service de l'hôtel Bellevue à 5h20 précise, comme chaque matin depuis 3 ans. Le couloir du personnel sentait le désinfectant bon marché et le café réchauffé. Au mur, une affiche délavée vantait les valeurs d'excellence de l'établissement. Léa ne la regardait plus. Elle se changea dans le vestiaire exigu, enfila sa blouse bleue anonyme, attacha ses cheveux encore plus serrés et prit son chariot de nettoyage. Le Bellevue n'était pas un palace. 3 étoiles tout au plus, un hôtel correct pour touristes de passage et hommes d'affaires au budget limité. 68 chambres réparties sur 6 étages, un hall en marbre factice, des moquettes Bordeaux usées jusqu'à la trame, des tableaux bon marché représentant la tour Eiffel sous tous les angles. Mais pour Léa, c'était parfait. Personne ne posait de questions, personne n'attendait rien d'elle, sinon que les chambres soient propres et que les poubelles soient vides. Elle commença par le 4e étage. Chambre 412, un couple de retraités allemands partis tôt pour Versailles. Léa poussa son chariot dans le silence feutré du couloir. Elle connaissait chaque grincement de roue, chaque tache sur la moquette, chaque ampoule qui clignotait. Elle entra dans la chambre, ouvrit les fenêtres pour aérer, même en novembre, même sous la pluie. Changea les draps avec des gestes mécaniques, précis, répétés 1000 fois. Elle ne pensait à rien. C'était le but. Ne pas penser, mais parfois, malgré elle, des fragments remontaient. Chloé, 17 ans, rire cristallin, cheveux blonds comme ceux de son père. « Maman, tu viens me chercher après le théâtre ?» Léa qui répond, distraite, au téléphone avec un client japonais. « Je serai peut-être en retard, ma chérie. Prends le métro. » Chloé qui dit « D'accord » d'une petite voix déçue. Et puis, le silence. L'appel de la police. L'accident. Le chauffard ivre. Le cercueil blanc. Léa secoua la tête violemment. « Non, pas maintenant. Jamais maintenant. » Elle passa l'aspirateur avec une intensité presque brutale, comme si le bruit du moteur pouvait noyer les souvenirs. Elle frotta le lavabo, astiqua le miroir, remplaça les serviettes. Chambre parfaite, chambre morte, comme elle. À cette heure, elle descendit nettoyer le hall. C'était son moment préféré, paradoxalement, parce qu'il n'y avait personne. Juste elle, le marbre froid sous ses genoux, et le mouvement répétitif de la serpillière. Gauche, droite, un mantra physique contre le chaos intérieur. Mais ce matin-là, quelqu'un était déjà là. Julien Moreau, le gérant, traversait le hall en parlant fort au téléphone. 35 ans, costume bleu mal ajusté, cheveux gominés, une assurance qui compensait mal son manque de compétences réelles. Il avait obtenu ce poste grâce à son beau-père, actionnaire minoritaire de la chaîne hôtelière. Tout le personnel le savait. Julien aussi le savait. Et c'est peut-être pour ça qu'il était si désagréable avec tout le monde, particulièrement avec ceux qu'il considérait comme inférieurs. Il raccrocha et aperçut Léa, agenouillée près de la réception, serpillière à la main. « Ah, Léa !» dit-il avec ce ton condescendant qui lui était naturel. « T'as pas oublié de faire la salle du petit déjeuner hier soir au moins, parce que si je retrouve encore des miettes sous les tables... » Léa ne leva pas les yeux. « C'est fait, monsieur Moreau. »« Très bien. Et n'oublie pas les poubelles de la cuisine. Le chef se plaint encore. »« D'accord. » Julien la regarda un instant, comme s'il allait ajouter quelque chose de désagréable, puis haussa les épaules et partit vers son bureau.
Pour lui, Léa n'existait pas vraiment. Elle était une fonction, pas une personne, une paire de mains qui nettoyait, rien de plus. Léa continuait à frotter le sol. Elle avait l'habitude. 3 ans qu'elle travaillait ici, 3 ans que Julien lui parlait comme à un chien. Au début, ça la blessait. Maintenant, elle ne sentait plus rien. C'était mieux comme ça. Partie 2. Les fantômes du passé. À 9 heures, l'hôtel se réveilla vraiment. Les clients descendaient pour le petit déjeuner, la réception s'animait, le personnel de jour prenait son poste. Léa se retira dans les étages, invisible comme toujours. Elle croisa Mariam, une autre femme de ménage marocaine, 50 ans, mère de 4 enfants. « Ça va, Léa ?» demanda Mariam avec ce sourire chaleureux qu'elle avait toujours, même après 8 heures de ménage. « Ça va ?» répondit Léa automatiquement. Mariam la regarda avec cette expression mi-inquiète, mi-compatissante que Léa détestait. « Tu devrais venir déjeuner avec nous à la pause. Tu manges jamais avec nous. Je préfère rester seule. Je sais, mais c'est pas bon, tu sais. Rester tout le temps seule. » Léa ne répondit pas. Elle poussa son chariot vers la chambre suivante. Mariam soupira et partit de son côté. Les autres femmes de ménage, Fatou, Isabelle, Rosa, avaient arrêté d'insister. Elles respectaient le silence de Léa, mais elles la regardaient parfois avec une tristesse qu'elle ne cachait pas, parce qu'elle savait, pas les détails, mais l'essentiel. Mariam avait surpris Léa, un jour, dans le vestiaire, en train de fixer une photo dans son portefeuille. Une adolescente blonde, sourire éclatant, en costume de théâtre. Et Mariam avait vu les larmes silencieuses couler sur les joues de Léa. Elle avait posé une main sur son épaule. Léa avait rangé la photo et était partie sans un mot. Depuis, elle savait toute. Une fille, morte, et une mère qui survivait à peine. À midi, Léa s'assit seule dans la petite salle de pause du sous-sol, devant un sandwich au jambon qu'elle avait apporté de chez elle. Elle mangeait lentement, mécaniquement, en fixant le mur beige. Sur la table, quelqu'un avait laissé un journal. Le Parisien. Léa le poussa du bout des doigts. Elle ne lisait plus les journaux. Elle ne regardait plus les infos. Elle ne voulait plus savoir ce qui se passait dans le monde. Le monde continuait sans elle, et c'était très bien comme ça. Mais son regard tomba malgré elle sur un gros titre. Sommet international à Paris, les interprètes, ces héros de l'ombre. Il y avait une photo, des cabines de traduction, des gens avec des casques, des délégations de tous les pays. Léa sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Elle ferma les yeux. Elle avait été l'une d'eux. L'une des meilleures, même, Léa Fontaine, interprète de conférences. 7 langues couramment parlées. Spécialiste des sommets économiques et diplomatiques, elle avait traduit pour des présidents, des PDG, des ambassadeurs. Elle avait voyagé dans 23 pays. Elle gagnait bien sa vie. Elle était respectée, admirée même. Et puis Chloé était née. Et Léa avait continué. Parce qu'elle aimait son métier, parce qu'elle était bonne, parce que son ex-mari, Philippe, s'occupait de Chloé quand elle voyageait. Parce qu'elle se disait qu'elle montrait un exemple à sa fille, une femme forte, indépendante, brillante, jusqu'au soir où elle avait choisi un contrat à Bruxelles au lieu d'aller chercher Chloé au théâtre. Jusqu'au soir où un chauffard ivre avait percuté l'arrêt de bus où Chloé attendait. Jusqu'au soir où sa vie s'était arrêtée. Léa ouvrit les yeux brusquement. Elle repoussa le journal avec violence. Il tomba par terre. Quelques miettes de son sandwich restèrent dans l'assiette. Elle n'avait plus faim. Elle jeta le tout à la poubelle et remonta travailler. Partie 3. L'arrogance et le mépris. L'après-midi passa lentement. Léa nettoya 14 chambres. Elle croisa des clients, des Espagnols, des Italiens, un couple de Chinois, mais elle gardait les yeux baissés. Elle ne voulait pas qu'ils lui parlent. Elle ne voulait pas entendre leur langue, leurs accents. Ça réveillait trop de choses. À 16 heures, elle descendit vider les poubelles de la cuisine. Le chef, un Lyonnais bourru mais gentil, lui fit un signe de tête. « Merci, Léa. Tu veux un café ?»« Non, merci. »« T'es sûr ? J'ai fait des financiers ce matin. »« Non, vraiment. »
Il haussa les épaules. « Comme tu veux. » Léa repartit avec ses sacs poubelles. En passant devant le bureau de Julien, elle entendit des éclats de voix. Le gérant était au téléphone, visiblement agacé. « Non, non, je vous dis qu'on n'a pas de personnel anglophone à la réception. » « Écoutez, monsieur, je fais ce que je peux, mais si votre client parle pas français, c'est pas mon problème. » Léa s'arrêta malgré elle. Elle reconnaissait ce ton, l'arrogance mêlée d'incompétence. Julien était comme ça avec tout le monde. Il compensait ses lacunes par de l'agressivité. « Bon, d'accord, soupira Julien. « Je vais essayer de me débrouiller, mais je vous garantis rien. » Il raccrocha brutalement. Léa continua son chemin, mais elle avait entendu. Un client anglophone qui allait arriver, et Julien qui paniquait. Elle s'en fichait, ce n'était pas son problème. À 18h, Léa termina sa journée. Elle se changea dans le vestiaire, reprit son cabas, son manteau gris. Mariam était là aussi, en train d'enfiler son hijab devant le petit miroir fissuré. « Bonne soirée, Léa. »« Toi aussi. Tu rentres directement chez toi ?»« Oui. Tu veux qu'on prenne le métro ensemble ? Je vais vers République. »« Non, je préfère marcher. » Mariam sourit tristement. « D'accord. Fais attention à toi. » Léa sortit dans la nuit froide. Il pleuvait encore. Elle releva le col de son manteau et se mit en route. Elle habitait un petit studio dans le 20e, près du cimetière du Père-Lachaise. 23 mètres carrés. Un lit, une kitchenette, une table, une chaise. Pas de télé, pas de radio. Juste le silence. Elle rentra, se fit chauffer une soupe en boîte, mangea debout devant la fenêtre en regardant la pluie tomber sur les toits gris de Paris. Puis, elle se coucha. Demain serait exactement pareil qu'aujourd'hui. Et après-demain, pareil que demain. C'était sa vie maintenant, et elle s'y était résignée. Mais le destin, parfois, a d'autres plans. Partie 4. Le matin où tout bascule. Le lendemain était un mercredi. Léa arriva comme d'habitude à 5h20. Mais dès qu'elle poussa la porte de service, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Il y avait une agitation inhabituelle. Des voix dans le hall, des pas précipités. Elle se changea rapidement et monta voir ce qui se passait. Dans le hall, c'était le chaos. Julien Moreau était derrière le comptoir de la réception, rouge, transpirant, en train de gesticuler face à un homme grand, la cinquantaine, costume sombre froissé, valise à roulettes à ses pieds. L'homme parlait en anglais, vite, avec un accent américain marqué. Il avait l'air épuisé, stressé, au bord de la crise de nerfs. Julien, lui, répondait dans un anglais approximatif, bourré de fautes, avec un accent français ridicule. « Sir, please, I not understand very well. You want train? Hospital? L'Américain explosa. « For God's sake, I need to get to Lyon. My mother is in the hospital. She's dying. I need a train ticket. I need directions. I need someone who can help me call the hospital. Do you understand? Do you understand? » Julien recula, dépassé. I try, sir, but... Le personnel s'était rassemblé. La réceptionniste du matin, Sophie, tentait d'aider, mais son anglais était encore pire que celui de Julien. Le portier, un vieil Algérien qui ne parlait que français et arabe, restait en retrait, impuissant. L'Américain se passa les mains dans les cheveux, au bord des larmes. « This is unbelievable. I've been traveling for 12 hours. I got a call that my mom collapsed. I took the first flight, and now I'm stuck here with people who can't even help me get to her. » Julien, rouge de honte et de colère, cherchait désespérément une solution. Il regarda autour de lui. Son regard tomba sur Léa. Elle était là, dans un coin, serpillière à la main, témoin silencieux de la scène. Et soudain, une idée traversa l'esprit de Julien, une mauvaise idée, une idée cruelle et stupide. Mais il était tellement embarrassé devant tout le personnel qu'il voulait détourner l'attention, faire rire, se moquer de quelqu'un d'autre pour ne pas être la cible. Il pointa Léa du doigt et lança, avec un grand sourire narquois, « Hé, Léa, t'es là ?» Léa leva les yeux, surprise.
Julien continua en français, assez fort pour que tout le monde entende. « Tu parles anglais, toi ?» Silence. Quelques rires nerveux dans l'assistance. Tout le monde savait que c'était une blague, une humiliation déguisée. Julien insista, jouant son rôle de bouffon. « Allez, aide-nous! Si tu arrives à servir ce client américain, mon salaire du mois est à toi. » Il rit. Sophie rit aussi, mal à l'aise. Le portier détourna les yeux, gêné. Mariam, qui venait d'arriver, regarda Julien avec dégoût mais ne dit rien. L'Américain, lui, ne comprenait pas ce qui se passait. Il fixait Léa, cette femme en blouse bleue, serpillière à la main, qu'on semblait inviter à l'aider comme une blague. Et Léa sentit quelque chose se briser en elle. Ou plutôt, quelque chose se réveiller. 5 ans. 5 ans qu'elle se cachait. 5 ans qu'elle s'effaçait. 5 ans qu'elle se punissait pour une faute qu'elle n'avait pas commise mais qu'elle portait comme un fardeau. 5 ans qu'elle se taisait. Mais là, dans ce hall, devant cet homme désespéré qui avait besoin d'aide, devant ce gérant arrogant qui se moquait d'elle, devant ce personnel qui la regardait avec pitié, quelque chose céda. Léa posa lentement sa serpillière contre le mur. Elle s'avança vers le comptoir. Julien, surpris, cessa de rire. Et Léa, d'une voix calme, claire, avec un accent anglais parfait, presque britannique, s'adressa à l'Américain. « Sir, I'm very sorry for the confusion. My name is Léa. I speak English. I can help you. Please, tell me what you need. » Le hall se figea. L'Américain ouvrit de grands yeux. « You speak English? »« Yes, fluently. And I can help you get to Lyon, contact the hospital and arrange everything you need. Please, sit down. You look exhausted. » Thomas Caldwell, c'était son nom, resta bouche bée une seconde, puis, comme si un poids immense venait de se soulever, il laissa échapper un soupir de soulagement monumental. « Oh my God! Thank you so much. » Julien, lui, était devenu blanc comme un linge, et Léa, pour la première fois depuis 5 ans, se sentit vivante. Léa fit signe à Thomas Caldwell de s'asseoir dans l'un des fauteuils du hall. L'homme obéit, comme soulagé qu'enfin quelqu'un prenne les choses en main. Elle se tourna vers Julien, toujours figé derrière le comptoir, et dit en français, d'un ton neutre mais ferme, « Monsieur Moreau, j'ai besoin d'utiliser l'ordinateur de la réception. » Julien cligna des yeux, comme s'il sortait d'un rêve. « Quoi, mais tu... »« L'ordinateur, s'il vous plaît. » Sophie, la réceptionniste, s'écarta instinctivement. Julien, trop choqué pour protester, fit un geste vague de la main. Léa contourna le comptoir, s'installa devant l'écran et commença à taper rapidement. Autour d'elle, le personnel restait immobile, comme hypnotisé. Mariam avait les yeux écarquillés. Le portier murmurait quelque chose en arabe. Même le chef était sorti de sa cuisine, attiré par le bruit inhabituel. Léa passa un premier appel. Elle composa le numéro de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, attendit qu'on décroche, puis parla en français avec une assurance professionnelle que personne ne lui connaissait. « Bonjour, je vous appelle de la part de monsieur Thomas Caldwell, fils de madame Eleanor Caldwell, actuellement hospitalisé chez vous en urgence. Pourriez-vous me passer le service de réanimation ?»« Oui, je reste en ligne. » Elle couvrit le combiné et se tourna vers Thomas. « What's your mother's full name and date of birth ?»« Eleanor Mary Caldwell, born March 12, 1954. »« Thank you. » Quelques secondes plus tard, une infirmière prit la ligne. Léa expliqua la situation, donna les informations nécessaires, obtint des précisions sur l'état de madame Caldwell, stable mais critique, sous surveillance constante, et assura qu'elle transmettrait tout à Thomas. Elle nota scrupuleusement chaque détail, remercia l'infirmière et raccrocha. Puis elle se tourna vers Thomas, passa en anglais et résuma calmement la conversation. « Your mother is stable for now. She's in intensive care. The doctors say she had a severe stroke, but they managed to stabilize her condition. You need to get there as soon as possible, but there's no immediate danger. They're expecting you. » Thomas ferma les yeux, les mains jointes devant son visage. « Thank God, thank God. »
Léa ne s'arrêta pas. Elle ouvrit le site de la SNCF, chercha les prochains trains pour Lyon. Il y en avait un à 8h30 depuis la gare de Lyon. Elle réserva un billet en première classe, demanda la carte bancaire de Thomas, finalisa l'achat. Puis, elle chercha un hôtel à proximité de l'hôpital Édouard Herriot, en trouva un correct, passa un coup de fil, réserva une chambre pour 3 nuits, négocia même une réduction en expliquant la situation d'urgence familiale. Ensuite, elle imprima le billet de train, les coordonnées de l'hôtel, une carte de Lyon avec l'itinéraire marqué au stylo rouge, et tendit le tout à Thomas. « Here, your train leaves at 8:30 from Gare de Lyon. It's about 15 minutes by taxi from here. You'll arrive in Lyon around 10:30. The hotel is a 10-minute walk from the hospital. I've written everything down. If you need anything else, you can call this number. » Elle nota son propre numéro de téléphone portable sur un post-it. « Don't hesitate. » Thomas prit les documents d'une main tremblante. Il leva les yeux vers Léa et soudain, sans prévenir, il se leva et la serra dans ses bras. Un geste américain, spontané, reconnaissant. « You're an angel. You're a goddamn angel. I don't know how to thank you. » Léa, surprise, resta raide une seconde, puis tapota maladroitement l'épaule de Thomas. « It's okay. It's normal. No, it's not normal. You saved me. » Il recula, essuya ses yeux rougis. « What's your name again? »« Léa Fontaine. » Léa Fontaine. Il sortit son portefeuille, en tira une carte de visite. « This is me, Thomas Caldwell, VP of International Relations at Caldwell & Associates. We're a consulting firm in New York. If you ever need anything, a job, a reference, anything, you call me. I'm serious. » Léa prit la carte machinalement. « Thank you, but I'm serious, Léa. » Il regarda autour de lui, vit la blouse bleue, la serpillière abandonnée dans un coin. « You're working here as a cleaning lady. » Léa ne répondit pas. Thomas secoua la tête, incrédule. « With skills like yours, you could work anywhere. Il regarda sa montre. « I need to go, but I won't forget this. And I won't forget you. » Il prit sa valise, serra une dernière fois la main de Léa, puis quitta l'hôtel en direction de la station de taxi. Et alors, seulement alors, le silence retomba dans le hall. Tous les regards étaient braqués sur Léa. Sophie, la réceptionniste, la fixait comme si elle voyait un fantôme. Mariam avait les larmes aux yeux. Le portier hochait la tête lentement, avec respect. Le chef souriait, et Julien Moreau était livide, rouge d'abord, puis blanc, puis à nouveau rouge. Ses mâchoires serrées, ses poings crispés. Il venait de se ridiculiser devant tout le personnel. Il venait de découvrir que la femme qu'il méprisait depuis 3 ans parlait mieux anglais que lui, qu'elle était plus compétente que lui, qu'elle l'avait sauvé d'une situation catastrophique. Et il détestait ça. Il détestait l'humiliation. Il détestait qu'on le voie faible. Il détestait surtout qu'une femme de ménage lui vole la vedette. Il se racla la gorge, tenta un sourire forcé. « Bon, merci Léa, c'était bien. Bon boulot. » Léa le regarda. Elle ne dit rien. Elle retourna simplement vers sa serpillière, la ramassa et se dirigea vers l'escalier de service. Mais avant de disparaître, elle se retourna et dit, d'une voix douce mais claire, « Monsieur Moreau, vous m'avez promis votre salaire du mois. » Un silence de plomb. Puis Mariam éclata de rire, un rire franc, libérateur. Le portier rigola aussi. Sophie cacha un sourire derrière sa main. Le chef applaudit même brièvement. Julien devint écarlate. C'était une blague, évidemment. Je sais, dit Léa. Moi aussi, c'était une blague. Et elle monta à l'étage. Partie 2. Les conséquences. Les jours suivants furent étranges. Léa sentait les regards différents. On lui parlait autrement. On la voyait. Mariam venait la voir pendant les pauses, les yeux brillants de curiosité. « Léa, tu dois me raconter comment tu parles si bien anglais. Où t'as appris ça ?» Léa hésitait toujours. « J'ai travaillé dans la traduction avant. »
La traduction? Genre, professionnel? Oui. Et pourquoi tu fais le ménage maintenant? Silence. Léa détournait le regard, et Mariam comprenait. Elle n'insistait pas. Mais les autres femmes de ménage voulaient savoir aussi. Fatou, Isabelle, Rosa. Elle venait s'asseoir à côté de Léa pendant la pause déjeuner, chose qu'elle n'avait jamais osé faire avant. « Léa !» disait Fatou avec son accent sénégalais chantant. « Tu sais quoi? Mon fils, il a des problèmes à l'école en anglais. Tu pourrais l'aider? Je ne sais pas si. S'il te plaît, juste un peu. 1 heure le samedi? Je te paierai. » Léa finissait toujours par accepter, parce qu'elle ne savait pas dire non, parce qu'elle commençait à réaliser que ces femmes, Mariam, Fatou, Isabelle, Rosa, n'étaient pas juste des collègues. Elles étaient devenues, sans qu'elles s'en rendent compte, quelque chose comme une famille. Mais Julien, lui, ne l'entendait pas ainsi. Depuis l'incident avec Thomas Caldwell, le gérant avait changé d'attitude. Il n'était plus ouvertement méprisant. Non, il était pire. Il était sournois. Il souriait quand il croisait Léa, mais c'était un sourire faux, tendu. Il la complimentait parfois, mais avec une arrière-pensée évidente. « Ah, Léa, super boulot sur les chambres hier. Continue comme ça. Léa, j'ai besoin que tu restes un peu plus tard ce soir. Tu peux? Léa, tu pourrais refaire la salle de bain de la 305? Je crois qu'elle n'est pas assez propre. » Il la testait. Il cherchait la faille. Il attendait qu'elle commette une erreur. Et puis, 3 jours après l'incident, Julien reçut un appel. Léa était en train de nettoyer le hall quand elle vit le gérant sortir de son bureau, le téléphone à la main, le visage décomposé. Il traversa le hall d'un pas raide, monta à l'étage de la direction et entra dans le bureau de Madame Claire Verneuil, la directrice générale de l'hôtel Bellevue. Mariam, qui passait par là avec son chariot, murmura à Léa: « Ça sent le roussi pour lui. » « Pourquoi? T'as pas entendu? Thomas Caldwell, l'Américain, il a appelé ce matin. Il a parlé directement avec Madame Verneuil. Il a raconté toute l'histoire. Il a dit que Julien était incompétent et que toi, tu avais sauvé la situation. » Léa sentit son estomac se nouer. « Il a fait ça? Ouais. Et apparemment, Madame Verneuil est furieuse. » 1 heure plus tard, une convocation fut affichée dans la salle du personnel. Réunion extraordinaire le lendemain à 14 heures. Tous les employés concernés devaient être présents. Léa lut son nom sur la liste, ainsi que celui de Julien. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Partie 3. La confrontation. La salle de réunion était petite, étouffante. 6 chaises autour d'une table en bois clair. Madame Verneuil, 60 ans, cheveux gris coupés courts, tailleur strict, s'assit en bout de table. À sa gauche, Monsieur Deschamps, responsable des ressources humaines, un homme chauve avec des lunettes rondes. À sa droite, Julien, raide, les mains croisées, l'air défiant. Et en face, Léa, seule. Madame Verneuil ouvrit une chemise en carton, en sortit plusieurs feuilles et commença sans préambule. « Madame Fontaine, j'ai reçu un appel de Monsieur Thomas Caldwell. Un client américain qui a séjourné ici il y a quelques jours. Il m'a raconté comment vous l'avez aidé dans une situation d'urgence familiale. » Léa hocha la tête, nerveuse. « Oui, madame. Il m'a également dit que Monsieur Moreau, ici présent, était incapable de communiquer avec lui en anglais et qu'il vous a demandé à vous, une employée du service d'entretien, d'intervenir. » Julien se raidit. « Madame Verneuil, je peux expliquer. » Madame Verneuil leva une main. « Monsieur Moreau, laissez-moi terminer. » Elle se tourna vers Léa. « Madame Fontaine, Monsieur Caldwell m'a envoyé un email dans lequel il déclare, je cite, « Léa Fontaine est la personne la plus professionnelle, compétente et empathique que j'ai rencontrée dans votre établissement. Elle a géré une situation de crise avec une maîtrise remarquable. Je recommande vivement que vous reconnaissiez ses talents exceptionnels. » Léa sentit ses joues brûler. « J'ai juste fait ce que je pouvais. »« Non, Madame Fontaine, vous avez fait bien plus. »
Madame Verneuil tourna une page. J'ai également consulté votre dossier personnel. Vous travaillez ici depuis 3 ans comme femme de ménage. Votre évaluation est excellente. Jamais de retard, jamais d'absence injustifiée, jamais de plainte. Merci, madame. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Madame Verneuil croisa les mains. Votre CV mentionne une expérience antérieure comme interprète de conférences, 7 langues maîtrisées, 15 ans d'expérience dans des organisations internationales. Léa baissa les yeux. Oui, c'est exact. Pourquoi avez-vous quitté ce métier pour devenir femme de ménage? Silence. Léa sentit sa gorge se serrer. Elle ne voulait pas répondre. Pas devant Julien, pas devant Monsieur Deschamps. Madame Verneuil sembla comprendre. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais j'aimerais savoir si vous seriez intéressé par un poste qui correspondrait mieux à vos compétences. Léa releva la tête brusquement. Comment? Nous avons besoin d'une responsable des relations clients internationaux. Quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui peut gérer les situations délicates, qui représente bien l'hôtel. Je pense que vous êtes qualifié pour ce poste. Julien explosa. Attendez, Madame Verneuil, vous ne pouvez pas. Elle est femme de ménage. Elle n'a aucune expérience en gestion hôtelière. Madame Verneuil le foudroya du regard. Monsieur Moreau, votre performance récente me laisse penser que vous n'êtes pas en position de critiquer les compétences de quiconque. Mais j'ai également reçu plusieurs plaintes de clients concernant votre manque de professionnalisme. Vous avez été incapable de gérer une situation d'urgence basique. Et selon plusieurs témoignages, vous avez humilié publiquement Madame Fontaine. Julien devint rouge. C'était une blague très déplacée. Madame Verneuil se tourna vers Léa. Madame Fontaine, accepteriez-vous ce poste? Léa resta figée. C'était trop soudain, trop rapide. Elle avait passé 5 ans à se cacher, à disparaître. Et maintenant, on lui offrait de réapparaître, de briller à nouveau. Et elle avait peur. Je ne sais pas, madame. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Prenez votre temps. Mais sachez que nous serions honorés de vous avoir dans notre équipe. Madame Verneuil referma le dossier. Quant à vous, monsieur Moreau, vous êtes suspendu de vos fonctions pendant 1 semaine, sans salaire, le temps que nous évaluions votre place dans cet établissement. Julien se leva d'un bond. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça? Si, je peux, et je le fais. Elle se leva aussi. Cette réunion est terminée. Madame Verneuil et Monsieur Deschamps sortirent. Julien resta planté là, tremblant de rage, puis il se tourna vers Léa. T'es contente, hein? T'as réussi à me faire virer? Léa le regarda, calme. Je n'ai rien fait, monsieur Moreau. Vous vous êtes fait virer tout seul. C'est ça. Joue l'innocente, mais je te connais. Tu veux mon poste, tu veux tout prendre. Je ne veux rien du tout. Menteuse. Il s'approcha d'elle, menaçant. Tu crois que t'es meilleure que moi parce que tu parles anglais? Tu crois que t'es spéciale? T'es rien, t'es une femme de ménage, c'est tout ce que tu seras jamais. Léa sentit quelque chose exploser en elle. Une colère froide, ancienne, enfouie. Vous savez quoi, monsieur Moreau? Elle se leva, le toisa. Vous avez raison, je suis une femme de ménage. Et j'en suis fier parce que je fais mon travail avec dignité, parce que je respecte les gens, parce que je ne méprise personne. Mais vous êtes gérant et vous êtes médiocre, vous êtes incompétent. Vous traitez vos employés comme de la merde. Vous humiliez les gens pour compenser votre propre insignifiance. Alors oui, je parle anglais et chinois et arabe et russe et 4 autres langues. Et je pourrais faire votre travail les yeux fermés, mais je ne le ferai pas, parce que je ne veux pas devenir comme vous. Julien, bouche ouverte, cherchait ses mots. Léa ramassa son sac. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du ménage à faire. Et elle sortit. Partie 4, le poids du choix. Léa ne rentra pas directement chez elle ce soir-là. Elle marcha, longtemps, à travers Paris, République, Bastille, le canal Saint-Martin, Belleville. Elle marchait comme une automate,
les mains enfoncées dans les poches de son manteau, la tête pleine de bruit. Un nouveau poste, un nouveau départ, une nouvelle vie. Mais à quel prix? Elle s'arrêta devant une église, Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Elle n'était pas croyante. Elle n'avait jamais été croyante. Mais elle entra quand même. L'intérieur était vide, silencieux, baigné d'une lumière douce qui filtrait à travers les vitraux. Elle s'assit sur un banc au fond, ferma les yeux. Et pour la première fois depuis 5 ans, elle parla à Chloé. « Ma chérie, je ne sais pas quoi faire. Ils me proposent un travail, un vrai travail, comme avant. Mais j'ai peur, j'ai tellement peur. Parce que si je recommence à vivre, ça veut dire que je t'ai oublié. Ça veut dire que je passe à autre chose. Ça veut dire que je te laisse partir. » Sa voix se brisa. « Et je ne peux pas te laisser partir. Parce que si je te laisse partir, alors tout ça n'aura servi à rien. Ta mort n'aura servi à rien. Ma douleur n'aura servi à rien. » Elle pleura. En silence, les mains sur le visage, les épaules secouées de sanglots. Puis, au bout d'un long moment, elle entendit une voix douce, claire, une voix qu'elle connaissait bien. « Maman, arrête !» Léa releva la tête brusquement. Il n'y avait personne, juste elle et l'église vide, mais elle avait entendu, elle en était sûre. Arrête de te punir, arrête de croire que vivre c'est me trahir, vivre c'est m'honorer, vivre c'est continuer ce que j'ai commencé, vivre c'est me garder vivante en toi. Léa ferma les yeux, les larmes coulaient toujours, mais différemment, plus doucement, plus apaisées. « Tu me manques tellement, ma chérie. Je sais, maman. Mais je suis là. Je serai toujours là, pas dans la douleur, pas dans la culpabilité, mais dans la lumière, dans chaque bon geste que tu fais, dans chaque personne que tu aides, dans chaque moment où tu choisis de vivre. » Léa ouvrit les yeux. Elle regarda autour d'elle. L'église était toujours vide, mais elle se sentait différente, moins lourde. Elle se leva, essuya ses yeux et sortit. Dehors, la nuit était tombée. Paris scintillait sous les lumières. Léa prit son téléphone, chercha dans ses contacts et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis 3 ans. « Allô? Philippe, c'est moi. » Un silence. Puis la voix de son ex-mari, surprise, prudente. « Léa? Oui. Ça va? Non. Mais je crois que je suis prête à ce que ça aille. » Partie 5. Le climax. La décision. Le lendemain matin, Léa se présenta au bureau de Madame Verneuil à 9 heures précises. Elle portait toujours sa blouse bleue, mais elle se tenait droite, les épaules en arrière, le regard clair. Madame Verneuil leva les yeux de son ordinateur. « Madame Fontaine, vous avez pris votre décision? » « Oui. » Et Léa prit une grande inspiration. « J'accepte le poste, mais à une condition. » Madame Verneuil haussa un sourcil. « Laquelle? » « Je veux continuer à faire le ménage, 2 matinées par semaine. »« Pardon? » « Je veux garder mon travail de femme de ménage. Pas à plein temps. Juste 2 matinées, le lundi et le mercredi. Le reste du temps, je serai responsable des relations clients internationaux. Mais ces 2 matinées, je les garde. » Madame Verneuil fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Pourquoi ?» Léa sourit tristement. « Parce que c'est important pour moi. Parce que ce travail m'a sauvé quand j'avais besoin de me cacher. Parce que les femmes qui nettoient avec moi sont devenues ma famille. Et parce que je ne veux jamais oublier d'où je viens. » Madame Verneuil la regarda longuement, puis elle hocha la tête. « D'accord, d'accord. Oui, c'est inhabituel, mais je comprends. Et franchement, Madame Fontaine, vous êtes la première personne que je rencontre qui demande à garder un travail moins bien payé. Ça me dit quelque chose sur votre caractère. » Léa sentit un poids se soulever de sa poitrine. « Merci, madame. Quand pouvez-vous commencer? »« Aujourd'hui. »« Parfait. Monsieur Deschamps va préparer votre contrat. Bienvenue dans l'équipe, Madame Fontaine. » Elles se serrèrent la main. En sortant du bureau, Léa croisa Julien dans le couloir. Il était là, adossé au mur, les bras croisés, le regard noir. « Alors, t'as pris mon poste? »« Non. J'ai pris un autre poste. Le vôtre ne m'intéressait pas. » Julien ricana. « Menteuse.
Léa s'arrêta, le regarda. « Monsieur Moreau, je vais vous dire quelque chose, et j'espère que vous l'écouterez. Votre problème, ce n'est pas moi, c'est vous. Vous passez votre temps à rabaisser les autres parce que vous ne supportez pas votre propre médiocrité. Mais tant que vous ne changerez pas ça, vous serez malheureux, et vous rendrez les autres malheureux. Va te faire foutre. Bonne journée, monsieur Moreau. » Elle continua son chemin. En bas, dans le hall, Mariam, Fatou, Isabelle et Rosa attendaient, les yeux brillants. « Alors ?» demanda Mariam. « C'est vrai? T'as accepté ?» « Oui. » Les 4 femmes explosèrent de joie. Elles serrèrent Léa dans leurs bras, toutes en même temps, dans une étreinte chaleureuse et maladroite qui fit rire Léa aux larmes. « Mais attendez, dit-elle, je continue à faire le ménage 2 fois par semaine, donc vous allez devoir me supporter encore un peu. »« Quoi ?» Fatou éclata de rire. « T'es folle !»« Peut-être, mais c'est mon choix. » Mariam la regarda avec une tendresse infinie. « T'es une femme bien, Léa, une vraie femme bien. » Et pour la première fois depuis 5 ans, Léa se dit que peut-être, juste peut-être, Mariam avait raison. Les premières semaines dans son nouveau poste furent un tourbillon. Léa découvrit un bureau au 3e étage, petit mais lumineux, avec une fenêtre donnant sur les toits parisiens, un ordinateur récent, un téléphone direct, une plaque avec son nom, Léa Fontaine, responsable relations clients internationaux. Elle resta longtemps devant cette plaque, incapable de déterminer si elle ressentait de la fierté ou de la terreur. Peut-être les deux. Madame Verneuil lui confia immédiatement plusieurs dossiers. Un groupe de touristes japonais arrivait la semaine suivante. Une délégation d'hommes d'affaires allemands réservait 15 chambres pour un séminaire. Un couple de Brésiliens se plaignait du service en chambre. Léa plongea dans le travail avec une efficacité qui surprit tout le monde, elle-même y compris. Elle parlait japonais au téléphone avec l'agence de Tokyo, expliquait les spécificités culturelles au chef pour adapter le menu du petit déjeuner. Elle négociait en allemand les conditions tarifaires pour la délégation, organisait une salle de réunion, commandait du matériel audiovisuel. Elle appelait le couple brésilien, s'excusait en portugais avec une sincérité désarmante, leur offrait une bouteille de champagne et des macarons de chez Ladurée. Les clients étaient ravis, Madame Verneuil aussi, mais Léa, elle, se sentait étrange, parce que quelque chose d'inattendu se produisait. Elle aimait ça. Elle aimait utiliser son cerveau à nouveau. Elle aimait résoudre des problèmes complexes, anticiper les besoins, transformer une plainte en opportunité. Elle aimait parler toutes ces langues qu'elle avait enfouies pendant 5 ans comme des trésors maudits, et cela la terrifiait, parce qu'aimer à nouveau signifiait guérir, et guérir signifiait lâcher prise. Les lundis et mercredis matins, comme convenu, Léa enfilait sa blouse bleue et rejoignait Mariam, Fatou, Isabelle et Rosa dans les étages. Elles nettoyaient ensemble, parlaient de tout et de rien. Fatou racontait les bêtises de ses enfants. Isabelle se plaignait de son mari qui ne rangeait jamais rien. Rosa montrait des photos de son village au Portugal. Mariam cuisinait pour tout le monde et apportait des tupperwares remplis de couscous, de pastillas, de cornes de gazelle. Et Léa écoutait, elle riait, elle participait. Un matin, alors qu'elle nettoyait la chambre 518, Mariam demanda soudain « Léa, pourquoi tu continues à faire ça? Le ménage, je veux dire. T'as un vrai travail maintenant. Pourquoi tu reviens ici ?» Léa essorait une serpillière dans le seau, réfléchit un moment. « Parce que vous me rappelez qui je suis, vraiment. » « Comment ça? Dans mon bureau, je suis Léa, la responsable, Léa, la polyglotte, Léa, la femme qui impressionne tout le monde. Mais ici, je suis juste Léa, celle qui nettoie, celle qui écoute, celle qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. » Elle leva les yeux vers Mariam. « Et ça me fait du bien. » Mariam s'approcha, posa une main sur l'épaule de Léa. « Tu sais ce que je pense? Je pense que t'es la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Léa secoua la tête. « Non, je suis juste courageuse. Répète après moi, courageuse. » Léa sourit faiblement. « Courageuse. Voilà. Maintenant, tu le crois. » Partie 2.
Le retour de Julien. Julien Moreau revint après sa suspension d'1 semaine. Mais il n'était plus gérant. Madame Verneuil l'avait rétrogradé au poste de superviseur de nuit, un titre ronflant pour un travail humiliant. Vérifier que les portes étaient fermées, que les alarmes fonctionnaient, que les couloirs étaient déserts. Un poste fantôme, une punition déguisée. Le premier jour de son retour, Léa le croisa dans le hall. Il portait toujours un costume, mais froissé, mal ajusté. Ses cheveux n'étaient plus gominés. Son visage était gris, creusé. Il avait l'air d'un homme vaincu. Leurs regards se croisèrent. Julien détourna les yeux le premier. Léa aurait pu savourer cette victoire. Elle aurait pu le mépriser à son tour, lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais elle ne ressentait rien. Ni satisfaction, ni colère. Juste une sorte de pitié distante. Elle s'approcha de lui. « Monsieur Moreau !» Il sursauta, se raidit. « Quoi ?» « Je voulais juste vous dire. Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. » Julien la fixa, incrédule. « Tu te fous de moi ?»« Non. Je suis sincère. Je ne voulais pas que vous perdiez votre poste. Je voulais juste qu'on me respecte. »« Respecte ?» Il ricana amèrement. « T'as détruit ma carrière. »« Non, monsieur Moreau. C'est vous qui avez détruit votre carrière, en traitant les gens comme de la merde, en refusant d'apprendre, en méprisant tout le monde. » Elle marqua une pause. « Mais il n'est pas trop tard pour changer. Me fais pas la morale. Je ne vous fais pas la morale. Je vous donne juste un conseil. Parce que je sais ce que c'est de tomber, et je sais aussi que parfois, tomber, c'est la seule façon de comprendre qu'on doit changer. » Julien la regarda longuement, puis détourna les yeux. « Va-t'en !» Léa hocha la tête et s'éloigna. Elle ne le revit plus pendant plusieurs semaines. Partie 3. Le fantôme du passé. Un mardi après-midi de décembre, alors que Léa répondait à un email en anglais, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle décrocha. « Allô ? Léa ? C'est Thomas. Thomas Caldwell. » Léa se redressa sur sa chaise. « Monsieur Caldwell, comment allez-vous ? Et votre mère ? » « Elle va mieux, beaucoup mieux. Elle est sortie de réanimation il y a 2 semaines. Les médecins sont optimistes. » Sa voix était chaleureuse, soulagée. « Et c'est grâce à vous, Léa. Si vous ne m'aviez pas aidé ce jour-là, je ne serais jamais arrivée à temps. Je suis tellement heureuse de l'apprendre. Écoutez, je suis à Paris pour quelques jours. Des réunions professionnelles. Je me demandais si vous seriez libre pour dîner. J'aimerais vous remercier correctement. » Léa hésita. Dîner avec un client? C'était inhabituel. Mais Thomas avait été si gentil, si reconnaissant. D'accord, avec plaisir. Parfait. Demain soir, 19h, chez Angelina, rue de Rivoli. Vous connaissez? Oui? Super. À demain, Léa. Il raccrocha. Léa resta immobile, le téléphone à la main, le cœur battant. Un dîner. Avec un homme. Quand avait-elle dîné avec quelqu'un pour la dernière fois? Pas depuis Philippe, pas depuis le divorce, pas depuis... Elle secoua la tête. Ce n'était pas un rendez-vous. C'était juste un remerciement professionnel. Rien de plus. Mais cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle fouilla dans son armoire et réalisa qu'elle n'avait rien à se mettre. Juste des vieux pulls, des jeans usés, des vêtements ternes et sans vie. Des vêtements de femme invisibles. Elle hésita longuement, puis sortit et marcha jusqu'au boulevard Beaumarchais. Il y avait une petite boutique qu'elle avait toujours remarquée sans jamais y entrer. Elle poussa la porte, parcourut les portants, trouva une robe simple, bleu marine, élégante, sans être ostentatoire. Elle l'essaya dans la cabine, se regarda dans le miroir, et soudain, elle ne reconnut pas la femme qui lui faisait face. Cette femme avait des courbes, des épaules droites, un regard clair. Cette femme était belle. Léa éclata en sanglots dans la cabine. La vendeuse frappa à la porte. « Madame, ça va ? » « Oui, pardon, je la prends. » Le lendemain soir, Léa arriva chez Angelina 5 minutes en avance. Le restaurant était magnifique, avec ses boiseries anciennes, ses lustres en cristal, son ambiance feutrée. Thomas était déjà là, installé à une table près de la fenêtre. Il se leva en la voyant,
sourire aux lèvres. « Léa, vous êtes superbe. » « Merci. » Elle s'assit, gênée. Ils commandèrent. Thomas parla de sa mère, de Lyon, de son retour aux États-Unis. Léa écoutait, posait des questions, se détendait progressivement. La conversation glissa vers le travail, les voyages, les langues. « Sérieusement, dit Thomas en secouant la tête, cette langue, comment vous avez fait ? J'ai toujours aimé les langues. Enfant, je passais mes étés chez mes grands-parents en Alsace. Mon grand-père parlait allemand, ma grand-mère alsacien. Ensuite, j'ai étudié les langues à l'université. L'anglais, l'espagnol, le mandarin. J'ai vécu 1 an en Chine, 6 mois à Moscou. J'ai travaillé pour des ambassades, des ONG, des entreprises. » Elle sourit tristement. C'était une autre vie. Pourquoi l'avez-vous quittée ? Le sourire de Léa s'effaça. Elle baissa les yeux vers son assiette. J'ai perdu ma fille. Il y a 5 ans. Un accident. Thomas se figea. Oh, Léa, je suis tellement désolé. Après ça, je n'arrivais plus à fonctionner. Je me sentais coupable. Je pensais que si j'avais été là, si je n'avais pas été aussi obsédé par ma carrière, elle serait encore en vie. Alors j'ai tout abandonné. Je me suis puni. Elle releva les yeux, les larmes au bord des paupières. Pendant 5 ans, je me suis puni. Thomas tendit la main, posa doucement ses doigts sur ceux de Léa. Vous n'avez rien à vous reprocher. Les accidents arrivent, ce n'est jamais notre faute. Je sais. Intellectuellement, je le sais, mais le cœur met plus de temps à comprendre que la tête. Et maintenant, vous avez repris, vous êtes revenu. Léa hocha la tête lentement. Oui, grâce à vous, en partie. À moi, vous m'avez rappelé qui j'étais. Ce jour-là, dans le hall, quand vous aviez besoin d'aide, j'ai réalisé que je pouvais encore être utile, que mes compétences comptaient, que je comptais. Thomas serra doucement sa main. Vous comptez, Léa, beaucoup. Ils restèrent ainsi un moment, main dans la main, dans le silence feutré du restaurant. Puis Thomas retira sa main, toussa légèrement. Écoutez, je ne veux pas être présomptueux, mais mon entreprise cherche un directeur des relations internationales, quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui comprend les nuances culturelles, qui peut gérer des clients du monde entier. Vous seriez parfaite. Léa cligna des yeux. À New York ? Oui. Je ne peux pas. Bon, pourquoi ? Parce que... Elle chercha ses mots. Parce que Paris, c'est chez moi. C'est là que Chloé est enterrée. C'est là que sont mes souvenirs. Je ne peux pas partir. Thomas hocha la tête, compréhensif. Je comprends. Mais l'offre reste ouverte, si jamais vous changez d'avis. Merci. Ils terminèrent le dîner en parlant de choses plus légères. Quand ils se quittèrent devant le restaurant, Thomas l'embrassa sur les joues, à la française. Prenez soin de vous, Léa. Vous aussi, Thomas. Elle le regarda partir dans la nuit parisienne, puis marcha lentement vers le métro. Et pour la première fois depuis 5 ans, elle se demanda si, peut-être, un jour, elle pourrait recommencer à vivre. Vraiment vivre. Partie 4, la confrontation finale. Janvier arriva. Paris grelottait sous un froid sec et mordant. L'hôtel Bellevue tournait bien. Léa gérait désormais une équipe de 3 personnes. Sophie, l'ancienne réceptionniste promue assistante, un stagiaire chinois nommé Wei et une jeune traductrice espagnole, Carmen. Ensemble, ils formaient une petite brigade multilingue efficace. Mais un matin, alors que Léa arrivait pour sa matinée de ménage, Mariam l'attendait dans le vestiaire, le visage fermé. « Léa, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Julien. » Le cœur de Léa se serra. « Quoi, Julien ? » « T'as dit il. Il a essayé de faire virer Rosa. »« Quoi ?» Mariam expliqua. Julien, rongé par l'amertume et la jalousie, cherchait toujours des victimes. Il s'en était pris à Rosa, la femme de ménage portugaise, la plus fragile, celle qui parlait le moins bien français. Il avait inventé des fautes professionnelles, falsifié des rapports, accusé Rosa de vol. « Elle a pleuré toute la nuit, dit Mariam, la voix tremblante. Elle pense qu'elle va perdre son travail. Elle a 3 enfants, Léa. 3 enfants au Portugal qui dépendent de l'argent qu'elle envoie. » Léa sentit la colère monter en elle. Une colère froide, déterminée. « Où est-il »
Dans son bureau, Léa ne prit même pas le temps de se changer. Elle monta directement au 2e étage, blouse bleue et tout, frappa à la porte du bureau de Julien et entra sans attendre de réponse. Julien leva les yeux, surpris. « Qu'est-ce que tu fais là? Laisse Rosa tranquille. De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu as falsifié des rapports pour la faire renvoyer. » Julien ricana. « Prouve-le. Je n'ai pas besoin de le prouver. Je te connais. Je sais comment tu fonctionnes. Tu t'en prends au plus faible parce que t'es trop lâche pour affronter l'effort. Va te faire foutre. » Non. Léa s'avança vers le bureau, posa les mains à plat sur la surface. « Écoute-moi bien, Julien. Si Rosa est virée, je vais aller voir Madame Verneuil. Je vais lui raconter tout ce que tu as fait depuis 3 ans. Toutes les humiliations, toutes les injustices, tous les abus de pouvoir. Et cette fois, tu ne seras pas suspendu. Tu seras viré, pour de bon. » Julien se leva, furieux. « Tu me menaces? »« Non, je te promets. » Ils se fixèrent comme 2 combattants dans une arène. Puis Julien, lentement, se rassit. « Pourquoi tu fais ça? Rosa, c'est rien. C'est personne. Rosa, c'est quelqu'un. Comme Mariam, comme Fatou, comme Isabelle, comme moi. Ce sont des femmes qui travaillent dur, qui se lèvent avant l'aube, qui nettoient vos merdes pendant que vous dormez. Et elles méritent le respect. » « Le respect ?» Julien ricana. « Elles nettoient des chiottes, Léa. C'est ça leur vie. Des chiottes. » Léa sentit quelque chose se briser en elle. Pas de tristesse, pas de colère, juste une clarté absolue. « Tu sais quoi, Julien? Un jour tu vas comprendre. Un jour la vie va te mettre à genoux. Et ce jour-là, tu vas avoir besoin de quelqu'un. Et peut-être que cette personne sera une femme de ménage, ou un portier, ou un cuisinier, quelqu'un que tu as méprisé toute ta vie. Et tu vas réaliser que ce sont eux, les vrais héros, pas toi. » Elle se redressa, se dirigea vers la porte. « Et Rosa ?» demanda Julien. Léa se retourna. « Laisse-la tranquille, ou je tiens ma promesse. » « Et si je refuse ?» Léa sourit, un sourire triste mais déterminé. « Alors tu découvriras de quoi je suis vraiment capable. » Elle sortit. 2 jours plus tard, Rosa fut convoquée par Madame Verneuil. Elle entra dans le bureau, tremblante, certaine d'être licenciée. Mais Madame Verneuil souriait. « Madame Costa, j'ai examiné votre dossier. Les accusations portées contre vous sont infondées. Vous êtes une excellente employée. Je voulais juste vous le dire en personne. » Rosa éclata en sanglots de soulagement. « Merci, madame. Merci infiniment. » Oh, ne me remerciez pas. Remerciez Léa Fontaine. C'est elle qui m'a alerté. » Rosa sortit du bureau en pleurant de joie. Dans le couloir, Léa l'attendait. Rosa se jeta dans ses bras. « Merci, Léa. Merci, merci, merci. » Léa la serra fort. « De rien, Rosa. C'est normal. »« Non, c'est pas normal. C'est extraordinaire. » Et Léa réalisa quelque chose. Elle n'avait pas agi pour elle-même. Elle n'avait pas cherché la reconnaissance ou la gratitude. Elle avait agi parce que c'était juste, parce que c'était nécessaire, parce que quelqu'un devait le faire, et cette prise de conscience fut libératrice. Partie 5. Le pardon février. Les premiers bourgeons apparaissaient timidement sur les arbres du canal Saint-Martin. Léa marchait le long de l'eau, emmitouflée dans son manteau gris. Elle venait souvent ici, maintenant, pour réfléchir, pour respirer. Elle s'assit sur un banc, sortit son téléphone. Dans ses contacts, elle trouva le numéro de Philippe, son ex-mari. Ils s'étaient parlé quelques fois depuis novembre, des conversations courtes, prudentes, mais nécessaires. Elle composa le numéro. « Allô? Philippe, c'est Léa. Salut. Ça va? Oui. Écoute, je voudrais qu'on se voie. » Un silence. Puis, « D'accord. Quand? Samedi? Au cimetière? » Nouveau silence, plus lourd. « Au cimetière du Père-Lachaise? » Oui. D'accord, Léa. Quelle heure? Dans 14 heures? Très bien. À samedi. Le samedi, il pleuvait. Une pluie fine, grise, typiquement parisienne. Léa arriva au cimetière avec 10 minutes d'avance.
un bouquet de tulipes blanches à la main. Elle marcha lentement entre les tombes, croisa des touristes photographiant les sépultures célèbres, des familles apportant des fleurs. Elle arriva devant la tombe de Chloé. Chloé Fontaine-Mercier, 2007-2020. Notre étoile, trop tôt disparue. Léa s'agenouilla, déposa les tulipes, passa doucement la main sur la pierre froide. « Bonjour, ma chérie. » Elle entendit des pas derrière elle. Philippe, il était là, grand, les cheveux poivre et sel, le visage marqué par les années. Il tenait lui aussi des fleurs, des roses blanches. Il ne s'était pas vu depuis 2 ans. « Bonjour, Léa. »« Bonjour, Philippe. » Il s'agenouilla à côté d'elle, déposa ses roses. Ils restèrent ainsi, côte à côte, devant la tombe de leur fille. Puis Philippe parla. « Tu avais raison, tu sais. » « Sur quoi ? Quand tu as dit que c'était ma faute aussi. Le divorce. J'ai passé 2 ans à te blâmer, à te dire que si tu avais été là, si tu n'avais pas été obsédé par ton travail, mais la vérité, c'est que j'aurais pu aller la chercher, moi. J'étais libre ce soir-là. Je regardais un match de foot. J'aurais pu dire « Léa, repose-toi, je m'en occupe. » Mais je ne l'ai pas fait. Léa tourna la tête vers lui, surprise. Philippe continuait, la voix tremblante. J'ai préféré rester sur le canapé. Et quand l'accident est arrivé, j'ai trouvé plus facile de te blâmer que de me regarder en face. Parce que si je t'accusais, je n'avais pas à m'accuser moi-même. Il essuya ses yeux. Je suis désolé, Léa. Tellement désolé. Léa sentit les larmes couler sur ses joues. Elle prit la main de Philippe. On portait tous les deux la culpabilité, Philippe. Tous les deux. Mais la vérité, c'est que ce n'était la faute de personne. C'était un accident, un putain d'accident stupide et injuste. Je sais, mais savoir ne suffit pas. Non, savoir ne suffit pas. Mais c'est un début. Ils restèrent longtemps ainsi, main dans la main, devant la tombe de leur fille, sous la pluie fine de février. Puis Philippe demanda « Comment tu vas ? Vraiment ?» Léa réfléchit. « Je vais. Mieux. J'ai repris le travail, j'ai retrouvé ma vie, pas celle d'avant, une nouvelle, différente, mais vivante. Je suis content pour toi. Et toi ? J'essaie. Je vois un psy. Je sors avec quelqu'un. » Léa sourit. « C'est bien. Et toi ? Tu vois quelqu'un ? » ?»« Non, pas encore. Mais je ne sais pas. Peut-être un jour. » Philippe hocha la tête. « Tu mérites d'être heureuse, Léa. Toi aussi, Philippe. » Ils se levèrent. Philippe la serra dans ses bras. Une étreinte longue, apaisée, libératrice. « Prends soin de toi. Toi aussi. » Ils se séparèrent. Philippe partit d'un côté, Léa de l'autre. Et pour la première fois depuis 5 ans, Léa sentit que le poids sur sa poitrine s'allégeait. Partie 6. La Renaissance, mars. Le printemps explosait sur Paris. Les cerisiers en fleurs le long de la Seine. Les terrasses de café qui se remplissaient, les amoureux sur les ponts. L'hôtel Bellevue connaissait une période de forte affluence. Léa gérait tout avec une aisance naturelle. Elle accueillait des délégations du monde entier, résolvait les conflits, anticipait les besoins. Madame Verneuil était ravie, les clients aussi. Les avis en ligne de l'hôtel s'amélioraient considérablement. Un après-midi, alors que Léa révisait un dossier dans son bureau, on frappa à la porte. « Entrez !» Julien apparut. Il avait changé, plus maigre, plus vieux, les traits tirés. « Léa, je peux te parler ?» Elle hésita, puis fit signe d'entrer. « Assieds-toi. » Julien s'assit, mal à l'aise. Il regardait partout, sauf dans les yeux de Léa. « Je voulais te dire quelque chose. »« Oui ? Je démissionne. Je quitte l'hôtel. » Léa cligna des yeux, surprise. « Pourquoi ? » « Parce que je peux plus me regarder dans le miroir. Je peux plus faire semblant. » Il releva enfin les yeux. « T'avais raison. J'étais médiocre. J'étais cruel. Et je rendais tout le monde malheureux, moi y compris. » Julien. « Non, laisse-moi finir. » Il prit une grande inspiration. « Je sais que je peux pas réparer ce que j'ai fait. Je sais que j'ai blessé beaucoup de gens. Mais je voulais juste te dire merci. »« Merci ? Ouais. Merci de m'avoir tenu tête. Merci de m'avoir montré ce que je refusais de voir. Ça a été dur. Ça a été horrible. Mais c'était nécessaire. »
Léa le regarda longuement. Puis, elle tendit la main. « Bonne chance, Julien. Sincèrement. » Il serra sa main, les larmes aux yeux. « Toi aussi, Léa. » Il sortit. Léa resta immobile un moment, puis sourit doucement. Même les méchants peuvent changer. Partie 7. Le choix final, avril. Un matin ensoleillé. Léa nettoyait la chambre 203 avec Mariam. Elle travaillait en silence, dans cette complicité qui vient après des mois passés côte à côte. Soudain, Mariam demanda « Léa, tu vas rester combien de temps avec nous ?»« Comment ça ?»« Tu continues à faire le ménage, mais t'as un vrai travail maintenant, t'as une carrière, tu vas forcément arrêter un jour, non ?» Léa s'arrêta de frotter le lavabo, réfléchit. « Je ne sais pas. Pourquoi tu restes, vraiment ?» Léa se tourna vers Mariam. « Parce que j'ai besoin de me rappeler d'où je viens. Parce que ce travail m'a sauvée quand j'étais brisée. Parce que vous êtes ma famille. » Mariam sourit, les larmes aux yeux. « T'es notre famille aussi, Léa. » Elles s'étreignirent. Puis Mariam ajouta, malicieuse, « Mais quand même, un jour tu vas nous laisser, pour voler plus haut, c'est normal. » Peut-être, mais pas tout de suite. Ce soir-là, Léa rentra chez elle et trouva un email de Thomas Caldwell. « Chère Léa, j'espère que vous allez bien. Ma mère se porte à merveille. Elle m'a demandé de vous remercier encore une fois. Je vous écris parce que l'offre dont je vous ai parlé est toujours d'actualité. Nous cherchons vraiment quelqu'un comme vous. Je sais que Paris est votre maison, et je respecte ça. Mais New York pourrait être une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Réfléchissez-y, sans pression. » Amicalement, Thomas Léa fixa l'écran longtemps. New York, une nouvelle vie, loin de tout, loin des souvenirs. Mais était-elle prête? Elle ferma l'ordinateur, s'assit devant la fenêtre, regarda Paris scintiller sous le ciel nocturne. Et elle se rendit compte de quelque chose. Elle n'avait plus peur, elle n'avait plus honte, elle n'était plus brisée. Elle était Léa Fontaine, mère d'une fille morte, ex-interprète, femme de ménage, responsable des relations internationales, amie, femme forte, femme imparfaite, femme vivante. Et elle avait le choix de rester, le choix de partir, le choix de continuer, le choix de recommencer. Et quel que soit le choix qu'elle ferait, ce serait le bon, parce qu'il serait le sien. Partie 8. Épilogue. La lumière, 3 mois plus tard. Juin. L'été explosait sur Paris. Les touristes envahissaient les rues. Les bateaux-mouches glissaient sur la Seine. Les terrasses débordèrent de rires et de verres de rosée. Léa marchait le long du canal Saint-Martin, un café à la main. Elle portait une robe légère, des sandales, ses cheveux détachés flottant au vent. Elle souriait. Elle avait pris sa décision. Elle restait à Paris. Elle gardait son poste à l'hôtel Bellevue. Elle continuait à faire le ménage 2 matinées par semaine. Elle continuait à parler 7 langues. Elle continuait à aider les gens, parce que c'était sa vie, et elle l'aimait. Elle arriva devant le père Lachaise, entra, marcha jusqu'à la tombe de Chloé. Elle déposa un bouquet de pivoine rose, s'assit sur le banc à côté, regarda la pierre gravée. « Bonjour, ma chérie. » Le vent souffla doucement dans les arbres. « Je voulais te dire quelque chose. Je vais bien, vraiment bien. Je sais que ça a pris du temps, 5 ans, 5 longues années, mais je suis de retour. Je vis à nouveau. » Un oiseau chanta quelque part. « Et tu sais quoi? Je ne t'oublie pas, je ne t'oublierai jamais. Mais je ne me punis plus non plus, parce que j'ai compris que vivre, ce n'est pas te trahir. Vivre, c'est t'honorer. C'est continuer ce que tu as commencé. C'est être la femme que tu aurais été fière d'avoir comme mère. » Le soleil perça à travers les nuages. « Je t'aime, Chloé, et je vivrai pour nous deux. » Léa se leva, embrassa du bout des doigts la pierre froide, puis s'éloigna lentement. En sortant du cimetière, elle croisa Mariam qui arrivait. « Léa, qu'est-ce que tu fais là? »« Je suis venu voir Chloé. »« Et toi? »« Je vais voir mon père. Il est enterré ici. » Mariam sourit. « Tu veux marcher un peu avec moi? » « Avec plaisir. » Elles marchèrent ensemble dans les allées fleuries, parlant de tout et de rien.
Du travail, des enfants de Mariam, de l'été qui arrivait, des vacances qu'elle ne prendrait pas parce qu'elle préférait travailler. Et Léa réalisa quelque chose de fondamental. Elle n'était plus seule. Elle avait trouvé une nouvelle famille, pas celle du sang, mais celle du cœur. Mariam, Fatou, Isabelle, Rosa, Sophie, Way, Carmen, Madame Verneuil, le chef, le portier, Thomas même à New York, et Chloé, toujours Chloé, dans son cœur, dans sa mémoire, dans chaque bon geste qu'elle faisait. Dernière scène, un soir de juillet après le travail, Léa rentra chez elle, prépara un thé, s'assit devant la fenêtre ouverte. Les toits de Paris rougeoyaient sous le soleil couchant. Elle sortit son téléphone, ouvrit l'application de notes et commença à écrire. Journal de Léa Fontaine, juillet 2025. Aujourd'hui, j'ai aidé une famille italienne à retrouver leur fille de 7 ans qui s'était perdue dans le Marais. J'ai parlé italien avec les parents paniqués, appelé la police, organisé les recherches. On l'a retrouvée 1 heure plus tard, en train de manger une glace devant Notre-Dame. La mère m'a serré dans ses bras en pleurant. Et moi, j'ai souri, parce que j'ai compris quelque chose. Aider les autres, c'est ma façon de guérir. Chloé aurait été fière de moi, et ça, c'est tout ce qui compte. Elle posa le téléphone, but une gorgée de thé, regarda la ville s'endormir lentement. Quelque part dans le ciel étoilé, elle imagina Chloé souriant. Et pour la première fois depuis 5 ans, Léa Fontaine se sentit en paix.